Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Allô, Mounir. Salut Daphné. Bienvenue à Café Snake. Yeah, on est un peu fatigués. Est-ce que ça fait genre 3 épisodes de suite qu'on dit ça? Oui, mais c'est la réalité ici à Buenos Aires. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible au complet seulement sur le Patreon. Donc si, là, vous avez un extrait, mais si vous voulez l'écouter au complet, ça va être sur le patreon.com/Café Snake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Je vais parler de comment les médias sociaux et la financière... Tu on te laisse dans l'épisode. Ok, moi, je vais parler d'un sujet fucking intéressant, un peu philosophique, un peu sociologique. Comment les médias sociaux et la financiarisation de l'économie façonnent notre subjectivité, notre jeu, la manière dont on s'envisage en rapport à une communauté. Ça a l'air vraiment théorique, blablabla, mais comme c'est fucking intéressant. C'est en lien avec les élections américaines, mais surtout la plateforme de paris en ligne Polymarket qui permet de parier sur des événements réels. Puis c'est quelqu'un qui écoute Café Snake, qui est abonné à notre Patreon, qui nous a demandé de parler plus de ça. Et moi, j'ai parlé aussi dans la même thématique de semaine d'après élection. C'est un retour débrief sur les discussions entourant le résultat des élections. Fait que je vais pas vraiment décortiquer le résultat des élections, mais plus parler du aftermath, comme on dirait, de l'élection américaine, puis tous les discours qui ont suivi l'élection de Donald Trump. Non, mais ça a-tu l'air vraiment nice? Comme ça a l'air très théorique. Ben, c'est ça, that's what the people want. Really? On laisse dans l'épisode tout le méta, du méta. Je te jure, faut le laisser. Ok, chef. DG News. I think some of the best moments I've had with myself is when my screen time is the highest. Like, really, truly, like, that's when I feel the most alive, is when I'm on the phone as much as I possibly can. Faut que t'en aies un déconné. La couple qui devra quitter l'aventure ce soir est... Ouais. Eh oui. Tabarnak! My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for The Apprentice. I want to thank the Nelt Boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America! On the talk of the city, you heard something different, it's getting ridiculous. Whole time I be minding my business. Donc là, on a un sujet juste comme un retour sur un sujet qu'on a parlé la semaine passée. On est très fans des protagonistes du podcast Axo et Lo, qui ont eu leur première, ou peut-être pas leur première controverse en ligne, qui ont mis un statement sur Instagram pour s'excuser d'une controverse qui aurait eu lieu dans un direct. Dans un live. Dans un live. Donc on rappelle, dans le dernier épisode, on avait mis un article d'Urbania dans les sources qui expliquait un peu c'était quoi Axo et Lo, ces deux jeunes de 13 et 14 ans qui sont partis d'une podcast où est-ce qu'ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont bien envie de parler. Mais il y a déjà eu des tournages genre... Mais ça, par contre, on va commencer à s'habituer parce que ça va arriver de plus en plus fréquent avec les réchauffements climatiques puis ce qui se passe sur la planète. C'est vraiment inspiré du contenu qu'ils écoutent en ligne, donc ça tourne vraiment autour des conspirations puis de la fin du monde, comme le genre de contenu que tu écoutes à 13 puis 14 ans. Mais là, un des protagonistes du podcast aurait dit dans un direct Instagram, les filles, c'est cacawash. Ou les filles, c'est wash caca. Les filles, c'est wash caca. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que cette semaine, comme vous avez vu, il y a toute la controverse autour du documentaire de Simon Coutu Alpha à Télé-Québec. Puis on parle de comme des masculinismes chez les hommes, les jeunes hommes. Puis là, comme on a deux adolescentes, puis je trouve que c'est drôle que l'expression du masculinisme chez eux, c'est genre les filles, c'est wash caca, genre. Puis je pense pas que c'est vraiment ça, mais je trouvais ça drôle comme que ça arrive la même semaine. Je pense qu'il y a comme un lien qui existe peut-être quelque part. C'est le zeitgeist. J'ai rien à rajouter. C'était juste pour comme faire le suivi sur le sujet qu'on avait couvert. Ouais. Il y a une auditrice de Café Snake qui voulait savoir si on allait parler de la couverture médiatique là, des affrontements qui ont éclaté à Amsterdam à la suite du match de football qui opposait l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv et qui a été remporté par les Néerlandais d'ailleurs. How did the Maccabi hooligans behave towards local Amsterdammers?
Different from moment to moment. Every time someone with a Palestinian a symbol or anything walk by, they got pretty violent, middle fingers, but also like physical violence. Then I passed the monument and they threw beer at me and they spit it at me in the Damstraat. But it was like a very aggressive tense over here, like, yeah. So Maccabi hooligans threw beer at you and they spit at you? Yeah, and it was okay. I'm okay, but... Ça va pas être un sujet, non, mais je vais mentionner rapidement un tweet d'une personne que j'aime vraiment beaucoup, que je vous recommande. Donc, Paris Marx, qui est un chercheur, un techno-critique, donc qui a un podcast que j'adore, qui s'appelle Tech Won't Save Us, que je recommande à tous et toutes, qui habite actuellement, je pense, à Montréal. Paris Marx, qui est canadien, qui vient des Maritimes, mais là, qui habite à Montréal parce qu'il fait son doctorat à Montréal. Et lui, il a retweeté un tweet de Justin Trudeau. Je vais lire la traduction de son tweet. Ils nous disent toujours de nous méfier des fake news ou de la désinformation, mais ils les diffusent volontiers eux-mêmes lorsque cela les arrange. Et là, Justin Trudeau, en fait, qui disait « Les nouvelles qui nous parviennent d'Amsterdam hier soir sont terrifiantes. C'est un moment sombre pour notre monde, un moment que nous avons déjà connu. Je suis de tout cœur avec les victimes et l'ensemble de la communauté juive aujourd'hui. Le Canada condamne cet antisémitisme dégoûtant. » Donc, l'antisémitisme présumé, c'est que les supporters se seraient fait agresser, mais en fait, c'était des hooligans, c'était des gens qui appelaient déjà à la haine, qui n'ont pas respecté la minute de silence pour les victimes en Espagne, qui ont chanté des slogans génocidaires tels « Death to Arab », qui se sont attaqués à des maisons qui affichaient le drapeau palestinien, qui les ont arrachés. C'était certains d'entre eux, probablement des soldats de IDF, des meurtriers. Présumément qui ciblaient des gens à la gare centrale d'Amsterdam qui avaient l'air musulmans pour les provoquer de base. Ou qui avaient sur eux des symboles palestiniens. Donc, c'était des gens qui cherchaient le trouble, puis bon, il y a eu des affrontements. Ils ont goûté à une certaine violence, disons-le, mais là, c'est rendu les victimes suprêmes dans les médias occidentaux. Netanyahou qui aurait, directement, qui aurait réagi, comme qui a fait envoyer 2 avions à Amsterdam. C'est vraiment comme une estime de réaction de fucking marde. Il y a même la presse qui a sorti un article titré « Des partisans israéliens passés à tabac dans une explosion d'antisémitisme ». Pour vrai, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Je suis juste comme en instance de désengagement par rapport aux médias. Je me sentais déjà désengagée, mais là, je me sens encore plus désengagée, même voire dégoûtée. Puis je m'interroge aussi face à ma place au sein de ces médias-là, que ce soit Radio-Canada, que ce soit la presse. Je me demande est-ce que je fais vraiment une différence? Est-ce que c'est vraiment pertinent, l'espace que j'occupe? Qu'est-ce que j'écris? Pour vrai, je sais pas. Puis surtout, c'est la nature de la culture des hooligans, justement. T'sais, on l'a vu, juste ici, on n'a pas pu trouver des billets pour aller voir la Boca Junior juste à Buenos Aires. Mais c'est une culture qui est très masculine, très violente, très fervente. Des affrontements entre des zones de différentes fans, ça fait partie de la culture de ça. Puis le fait que directement ce soit mis sur de l'antisémitisme au lieu de comme juste des affrontements de gens complètement dégénérés qui sont trop fans d'équipes de soccer. Puis aussi le underlying du génocide en Palestine. Et qu'on arrive direct à non, ils se sont fait attaquer, puis ils se sont fait attaquer parce qu'ils sont juifs. T'sais, je pense qu'ils ont même qualifié ces affrontements-là de pogrom. Ouais. Genre, c'est tellement hyperbolique. Puis le fait que ça soit littéralement cette version-là des faits qui soit relayée dans tous les médias, littéralement, tu checkes les grands titres en France aussi. Donc là, le troisième sujet des DigiNews, c'est toute la controverse qu'il y a eu autour du lancement de la campagne de promotion pour le documentaire Alpha de Simon Coutu. Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur masculinité. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaie de l'enlever complètement. Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui libre, c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. Et ensuite, pour la campagne de promotion, l'invitation de certains des protagonistes du documentaire à l'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada. Il y a eu une pétition qui a été lancée pour enlever la participation d'un des animateurs du Lucide Podcast. La pétition a été menée par beaucoup des plus grandes influenceuses au Québec. Elle a récolté plus de 20 000 signatures en 48 heures. Et finalement, Tout le monde en parle a cédé à la pression et a retiré l'invitation aux membres du Lucide Podcast, mais a tout de
de même invité Julien Bournival, qui est un autre, disons, influenceur de type masculiniste. On enregistre ça le 11 novembre, donc le documentaire est diffusé ce soir au Québec. Nous, on l'a pas regardé. Moi, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, c'est que ce documentaire-là a pour but d'attaquer le sujet de la montée du masculinisme chez les jeunes hommes ou dans la société en général. C'est un phénomène qui a commencé vraiment à prendre de l'essor mainstream. Et puis je dis de l'essor mainstream, ça a tout le temps été un peu underlying sur Internet dans certaines sphères de gaming ou de blog, mais là vraiment c'est devenu mainstream par la montée d'une figure qui s'appelle Andrew Tate. Puis je pense que ce documentaire-là, je l'ai pas encore vu, je sais pas quelle place il va donner à Andrew Tate dans le documentaire ou à l'écosystème de la manosphere américaine anglophone sur Internet, mais je trouve que c'est intéressant qu'on mette ces gars-là dans le documentaire parce qu'en fait, le Lucide Podcast, c'est du pur rage bait, c'est du pur, puis l'appel à la haine, comme dirait Daphné en français. Le short, là, justement, qui a pogné l'attention, tu sais, que du contrôle coercitif, SOS violence conjugale, c'est elle qui l'a fait. Puis elle me l'a montré avant de le poster, elle a dit « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Elle dit « C'est sûr, ça va faire choquer le monde. » Je fais comme « Let's go, poste-le, tu sais. Ouais. » On savait ce qu'on faisait. Avant que ce contenu-là tombe dans les fils algorithmiques des gens qui sont offensés par ce contenu-là, ces dudes-là avaient aucun abonné, avaient aucun motion, aucune views. J'avais moins d'abonnés que ma page podcast vraiment underground, nichée de mon podcast Back in the Days, chose sérieuse. Ben, que je compte alimenter un jour. Eux, ils se sont fait mettre sur la map par les gens qui sont outraged par eux, puis je pense que leur recette a fonctionné parce que eux ils veulent générer des vues sur leur chaîne YouTube. Ils s'en foutent un peu que vous les insultez. Après, moi, le documentaire, je pense que c'est une bonne chose, mais je l'ai pas encore vu. Ben, je pense que c'est une bonne chose, c'est comme un blanket statement, mais je pense que c'est quand même un sujet qui est pertinent à aborder. Puis je trouve que le fait de l'inviter à Tout le monde en parle, puis ensuite retirer son invitation, ça fait en sorte que on leur donne raison. Genre, ils vont pouvoir utiliser ça pendant longtemps pour dire, regardez comment les médias sont contrôlés, regardez comment les médias nous censurent, regardez comment toutes ces choses-là arrivent. Je vois déjà les gens de la droite, disons plus de Québec, Jeff Fillion adjacent sur Twitter, récupérer ça sans même savoir c'est quoi le Lucide Podcast. Donc déjà, ça s'inscrit dans quelque chose de politique. Puis après, il a annulé il a annulé son invitation à Tout le monde en parle dimanche. Lundi, à tout un matin, le chroniqueur web, que j'oublie son nom, nous dit « Ah ouais, on a annulé son apparition, puis il a réagi sur Instagram, puis là, il nous joue sa story Instagram. » Comme si cette figure du Lucide Podcast faisait maintenant partie du monde public, de la société civile. Comme si son avis était quelque chose qu'on attendait tous, puis qu'il fallait qu'on diffuse à la radio d'État. Ça fait comme aucun sens. Je vais reprendre un take d'une page de meme que j'aime beaucoup, Queer Medium Saignant, qui analyse un peu la politique, la culture au Québec, qui dit, le 10 novembre 2024, puis là, je lis juste un extrait, « J'ai un peu de misère avec l'outrage constant face à la spectacularisation de la masculinité toxique extrême. Les bro-fluenceux sont de la fucking trash for sure, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont vraiment pas le cœur du problème et que présentement, beaucoup se défilent et ne se regardent pas dans le miroir en focusant sur ce monde-là. » Moi, c'est un peu comme ce qui m'achale. J'ai l'impression qu'on vit dans un écosystème médiatique pas mal hypocrite, puis qu'il y a beaucoup de gens, même à Radio-Canada, qui participent un peu à ce que ce genre de discours-là naisse, hein, qui donnent de la place, qui donnent un micro à toutes sortes de voix, mais qui poussent ce genre de discours-là masculiniste sans vraiment le savoir, ou je sais pas, c'est comme ils se regardent pas dans le miroir, puis après ça, c'est les premiers à pointer du doigt ces têtes de turcs-là, ces clowns-là. Quand il y a un gros pylon, un consensus qu'on peut tous faire comme... Exactement, Ah ouais. C'est un consensus, c'est des bêtes de foire. Puis là, on peut leur jeter des tomates. Mais c'est comme, guys, vous faites partie de la culture qui fait en sorte que ce genre de discours-là existe. Moi, tu sais, les gars du Lucide Podcast, honnêtement, j'ai regardé quand même beaucoup de leur contenu. J'ai même regardé leur live où est-ce qu'ils regardaient l'entrevue, Tout le monde en parle. Ces gars-là, honnêtement, il n'y a aucune idée originale qui vient d'eux. Tout ce qu'ils font, c'est traduire du contenu qui est déjà sur Internet. Puis là, tu peux prendre les inspirations de soit Jordan Peterson, ou soit Andrew Tate, ou soit Fresh and Fit, qui est une autre podcast dans Manosphère. Il n'y a aucune idée originale. Puis ça aussi, je trouve que c'est comme l'affaire, c'est nos médias, comment ils fonctionnent. Et je suis sûr qu'on a dit à Simon Coutu, quand il a voulu faire son documentaire, faut que tu trouves des exemples québécois. Fait que là, il met de l'avant des gens qui, en tant que tel, ont aucune influence sur le zeitgeist québécois. À part, je suis d'accord qu'il met dans le documentaire Louis Racicot, parce que ses vidéos d'entraînement étaient quand même virales. Mais après, je trouve que mettre Louis Racicot dans cette
catégorie-là à cause que dans une vidéo, il disait « Arrête de faire ta bitch ». Après, je connais pas tout le lore. Je sais pas qu'est-ce que Louis Racicot va dire dans ce documentaire. C'est un influenceur d'entraînement qui est devenu viral à cause qu'il y avait une vidéo où il était comme « Arrête de faire ta bitch, va t'entraîner », tu sais. En fait, je trouve que le mettre là-dedans, ça fait partie de qu'est-ce qui fait la montée de masculinisme, c'est qu'on va démoniser toutes les choses qui sont comme adjacentes à ce que les champs d'intérêt des hommes. Fait comme « si tu cares à propos de ton corps, puis ton physique, puis ton entraînement, ben il faut que tu cares de la bonne façon pour nous, puis sinon c'était un esti de fou. » Puis Louis Racicot, il faisait du clickbait. Il dit la vidéo commence par arrête de faire ta bitch pour une quête algorithmique. Lui, il faisait ça pour plaire à l'algorithme. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire dans le documentaire. Je connais pas sa vision du monde. Peut-être qu'il est fan d'Andrew Tate. Il est sûrement fan d'Andrew Tate. Moi, en tant que tel, pour avoir étudié comme complètement du début à la fin, avant que tous les médias en parlent dans le monde, Andrew Tate, là, de décembre 2021 jusqu'à temps qu'il se fasse supprimer son compte, qu'est-ce qu'il disait la majorité du temps? Puis je suis sûr que c'est ça que Simon Coutu va dire dans le documentaire. La majorité du temps, c'était dans le meilleur intérêt d'aider des gens qui sont perdus. C'est juste que à l'intérieur de ça, il slidait des opinions sur les femmes, il slidait des opinions sur les structures de pouvoir, il slidait des opinions sur plein de choses, sur les médias, sur la vie, la santé, les pharmaceutiques, name it. Il rajoutait sa théorie politique puis ses idées dans des conseils qui sont comme yo, fais des choses dans tes journées, aie des projets, sois ambitieux, passe du temps avec tes amis, prends soin de ta famille. Je pense qu'il faut pas y aller avec la vision que comme tout ce qu'ils disent c'est mal, tout ce qu'ils font c'est mal, faut plus qu'ils existent, parce que faut comprendre fondamentalement pourquoi ça existe, pas juste faire c'est mal puis je veux que ça existe pas. Fait que si je veux que ça existe pas, on va le faire disparaître. Ça fonctionne pas comme ça, la culture, ça va pas juste disparaître parce qu'on n'a pas invité ce gars-là, tout le monde en parle. Mais c'est ça, moi l'autre chose que je me disais en regardant ça un peu de loin, c'est que qui regarde vraiment tout le monde en parle. T'sais, j'ai fait un sondage récemment sur mon Instagram là, qui est pas nécessairement représentatif, mais je pense que il y a à peu près une personne sur 10 qui disait qu'il le regardait. Peut-être moins. Là. Les gens qui regardent tout le monde en parle, je pense pas que c'est les gens qui vont consommer de façon non ironique, mettons, le contenu discours de Lucide Podcast. Mm-hmm. Fait que qu'est-ce qu'ils font en ce moment, ces gars-là, quand tu les invites à l'émission? Ils sont là pour de show, le spectacle. C'est pour ça qu'on parle de spectacularisation de la masculinité toxique. Fait qu'ils sont là comme des amuseurs, des clowns, des personnages stéréotypés, grossis, c'est des métaphores, c'est des hyperboles. Puis ça nous rassure dans à quel point nous, on est bien. On est donc nice, on est donc bien cool, on est si loin de ces gens. Comme le dit Queer Medium Saignant, regardons-nous fucking dans le fucking miroir. Juste ce sujet que je voulais glisser un mot parce que ça faisait comme j'avais parlé de ça avec Daphné il y a genre 2 mois puis j'en ai pas parlé dans Café Snake. Je sentais que cette année les Award Shows allaient être back, allaient être plus populaires que jamais. Puis l'année passée ça avait déjà commencé, les Grammys avaient beaucoup plus d'importance. Puis même l'année d'avant, tu sais, les gens qui sont dans le stan culture, parce qu'on a parlé de stan culture il y a 2 épisodes, suivent les Grammys pour comparer leurs artistes. C'est une façon de démonstration claire de compétition à part l'engagement numérique. C'est comme Billie Eilish a gagné tant de Grammys, Taylor Swift a gagné tant de Grammys, ça a fait tout le temps partie de la discussion dans stan culture. Mais cette année, non seulement les nominations sont sorties, c'est Beyoncé qui mène les nominations, mais il y a plein d'artistes qu'on suit, Charli XCX, Chappell Roan, Billie Eilish, Ariana Grande, tout le monde a drop des albums, puis je pense que cette année, 2024, c'est vraiment l'année où est-ce que la pop est back, genre, puis je trouve que c'est un message qui revient souvent, puis je trouve que ça, c'est moi qui prêche pour ma paroisse, mais ça se fait au détriment du rap, puis je pense que le rap est dans une période de comme reconstruction. Je pense que Drake, ça va plus être la tête d'affiche, puis le fait que la seule chanson de Kendrick qui soit là, c'est la chanson où est-ce qu'il fucking traite Drake de pédophile, c'est complètement absurde. Fait que je pense que c'est vraiment pas une bonne année pour le rap, mais j'ai confiance pour le futur. Puis je vais juste dire que les Grammys sont back. Parce que pendant la pandémie, on parlait tout le temps des Golden Globes, des Grammys, des Oscars. Les codes d'écoute sont en baisse, il n'y a plus de pop culture. Les Gen Z, ils sont trop nichés, ils n'aiment pas ça, la pop. La pop, c'est fini parce qu'on a des niches communautaires sur Internet. Mais comme non, la pop est back, puis la pop culture est fédératrice. Fait que c'est intéressant. Sur ce, les Diginews sont déjà finis. Et oui, et si vous voulez écouter tout notre épisode en entier, puis ça vaut vraiment la peine, pour vrai, abonnez-vous à notre Patreon. Donc, c'est www.patreon.com/Café Snake. Café Snake. Puis il y a déjà 4 épisodes que vous n'avez pas écoutés, fait qu'il y a comme du contenu supplémentaire. Là. Puis honnêtement, c'est des épisodes à écouter et à réécouter. Prendre des notes, là.